Bienvenue à Code Primal, le podcast où on explore l'univers captivant de la chasse et de la pêche. Que vous soyez un passionné qui débute ou un curieux qui rêve de commencer, ce podcast est fait pour vous. Ici, on met l'accent sur les bases, les techniques essentielles pour chaque espèce jusqu'aux conseils pratiques pour réussir vos sorties. On s'adresse aux chasseurs des régions ainsi qu'aux chasseurs urbains, qu'importe vos origines ou votre niveau d'expérience. Notre mission, c'est d'apprendre ensemble afin de devenir meilleurs sur ces sujets et réussir nos sorties. Dans cette première saison, attendez-vous à des astuces de pros, des entrevues avec des guides expérimentés et des discussions sur la chasse et la pêche pour en faire une passion accessible à tous. Alors montez le son et plongez avec nous dans Code Primal. Juste avant l'épisode, une petite annonce pour ceux qui visent toujours plus haut. Vous avez déjà chassé le canard, le chevreuil et peut-être même l'ours, mais avez-vous déjà pensé à la chasse à la girafe? On vous propose un cours exclusif animé par un spécialiste mondialement reconnu, le légendaire Jean-Luc Londucou, spécialiste en chasse fine de ce spécimen. Dans ce cours, vous apprendrez comment approcher un animal qui vous voit arriver à des kilomètres, choisir l'arme adaptée et surtout camoufler aux odeurs. Alors, ne levez pas les yeux sur ce défi unique, inscrivez-vous dès maintenant sans plus attendre. Et maintenant, place à l'épisode de Code Primal. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet d'actualité. Le camion électrique à la chasse, bonne ou mauvaise idée? Pour jaser avec moi, j'ai le plaisir de recevoir un ami de longue date, Maxime Bertolotte. Maxime est un membre clé de notre projet en tant que caméraman, mais aussi un expert en mécanique. Enseignant pour les mécaniciens de la Ville de Québec, il forme la prochaine génération de spécialistes pour réparer et entretenir les voitures électriques. Avec ses connaissances techniques et sa passion pour la chasse, Maxime est la personne idéale pour nous informer sur les véhicules électriques dans le cadre de nos aventures en nature. Allô Maxime, comment ça va? Salut Guillaume, ça va super bien. Toi, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on commence dans le vif du sujet. Camion électrique, oui ou non? Je crois que non. All right. Mais si on commence un peu moins rough, ce serait quoi les avantages principaux des camions électriques versus les camions à moteur thermique? En fait, il faut nuancer. Il y a des avantages et des inconvénients un peu aux deux côtés. Et si on peut parler des avantages de l'électrique, c'est probablement au niveau sonore. C'est un véhicule qui est super silencieux. Hormis les systèmes de sécurité qui obligent les véhicules électriques à émettre un bruit euh, lors des déplacements à basse vitesse. Somme toute, ça reste un véhicule qui est très silencieux et dans la majorité des véhicules, toutes marques confondues, le comportement routier est plutôt très acceptable, là. C'est super OK, confortable. Il y a rien à dire, là. On verra pas la différence sur le comportement routier du véhicule. parfait. Je te propose qu'on aille en voir des véhicules. On pourrait commencer peut-être par le Rivian. Oui, oui, le Rivian, véhicule que je ne connais pas, que j'ai trouvé en faisant des recherches. Je sais pas d'où exactement ça origine, ce véhicule-là, mais on voit les images, justement. C'est un véhicule avec un look très avant-gardiste, qui rappelle les notes des autres véhicules électriques qu'on commence à être habitué de voir sur le chemin, avec les lumières très futuriste sur le Ouais, un devant, peu des étrange, hein? calandres. C'est très, ouais, c'est très étrange. Par contre, j'ai cru avoir l'impression, selon les images que j'ai vues, que ce véhicule-là était un peu sous-dimensionné. C'est plus dans la petite camionnette, là, OK. comparable à ce qu'on est habitué de voir dans les anciennes générations de Ford Ranger ou de Chevrolet Colorado. Peut-être un peu limité pour transporter beaucoup de matériel. Par contre, comme on voit sur les images, il y a des compartiments, des logements cachés que de plus qu'un véhicule traditionnel qu'on est habitué de connaître et de voir, là. Donc ça peut être intéressant pour la capacité de chargement, mais ça reste somme toute une cabine qui semble d'un gabarit moyen. OK. Comme autre question, j'aurais les camions électriques peuvent-ils réellement offrir une autonomie suffisante pour les chasses de plusieurs jours? De plusieurs jours, je ne crois pas. Moi non plus. Euh, Après avoir fait des petites recherches sur les options qui permettaient d'étendre le rayon qu'on est capable d'atteindre avec un véhicule, là, la seule solution qui me vient à l'esprit pour une chasse de plusieurs jours, pour être sûr de ne pas tomber dans le pétrin vide de charge dans le fond du bois, là, c'est vraiment pas conseillé, recommandé, là. C'est d'utiliser une bonne vieille génératrice avec un chargeur pour pouvoir se dépanner. C'est vraiment pas la solution la plus optimale pour ce genre de véhicule-là. Euh, Ça va engendrer des coûts très élevés pour pouvoir charger le véhicule adéquatement.
de façon autonome, puis il va falloir aussi transporter l'équipement pour le faire, c'est-à-dire une génératrice, un chargeur et de l'essence pour faire fonctionner la génératrice. Donc ça, c'est de l'espace de chargement inutile qu'on transporte, qui va bloquer de l'espace de chargement pour d'autres matériels qui pourraient être utiles. Donc, c'est pas ce que je vois un avantage pour le véhicule. Ouais, moi, personnellement, pour avoir visité plusieurs places comme Pourvoirie, ZEC, CEPAC, peut-être à part à la gate, tu vas avoir une borne de recharge d'un CEPAC. Puis Ouais, encore là, c'est à vérifier avant de partir, là. Mais je peux vous garantir qu'une fois rendu au chalet, non. Il y non. a deux panneaux solaires bien souvent au plafond, puis c'est pas Ouais. mal ça. Et les panneaux solaires, ça suffira pas à charger le véhicule, c'est sûr, certain. Il n'y a pas assez de puissance dans des panneaux solaires pour suffire aux besoins énergétiques d'un véhicule. Euh, Sinon, on peut regarder un autre modèle de comparatif. Si on va voir, par exemple, le prochain modèle qui est le Ford F-150 Lightning. Parlant de génératrice. Parlant de génératrice, un véhicule intéressant puisqu'il est sorti dès l'annonce du véhicule. Au départ, Ford avait mis une technologie de recharge et de borne bidirectionnelle, ce qui permet autant de charger le véhicule avec l'énergie de la maison que de fournir de l'énergie à la maison avec le véhicule. Ça peut être un avantage intéressant lors de panne électrique. Sauf que d'un autre côté, il faut pouvoir aussi recharger le véhicule. Si on pense, par exemple, avoir une borne au chalet dans le fond du bois pour aller à la chasse et fournir le chalet avec le véhicule, il va falloir une génératrice pour charger le véhicule à un moment donné. Vous voyez bien que c'est pas un avantage. Ça marche pas. Dans le Donc, fond, le pour la... best, c'est que tu aies un chum qui a un pick-up électrique, puis toi, tu mets à la gaz. oui, oui, puis vous faites la chasse avec le véhicule à gaz, puis l'électrique, vous le prenez juste pour chauffer à la maison le soir. OK. Puis pour redescendre à la fin, ben, tu le taux. Parfait. Quelles seraient les limitations des camions électriques en termes de terrain difficile ou de zones isolées? Ben, zones isolées, on en a parlé un peu déjà, mais Ouais, terrain difficile, est-ce que c'est bon dans vase? Est-ce que c'est bon, mettons, une bonne masse d'eau à traverser? Ça ouais, c'est ressemble ça. à quoi? Moi, je serais pas friand de rentrer dans un gros trou de base avec un véhicule à motorisation électrique en raison du poids et de la configuration du véhicule, qui est souvent la masse très basse au plancher. Les batteries sont en dessous du véhicule, ça fait un fond plat, ça fait un fond qui est très massif et pesant. Si vous calez ça dans un trou de boîte, il y a une bonne chance que ça fasse un effet de succion qui va empêcher le retrait facilement du véhicule, là. Même avec une remorque ou avec un ami qui a un pick-up, il va être dur à sortir, là, le véhicule, là. OK. Ça sera pas comme un véhicule traditionnel qui a plein de trous, de poches d'air qui peuvent aider à ce que ça reste pas pris par succion dans un trou de base. Puis à l'inverse, si on parle, mettons, d'aller faire plus du Rocky Mountain, là, tu sais, des chemins rocailleux, ben, si jamais on a à côté le dessous du véhicule sur un caillou pour passer à un endroit plus compliqué, euh, j'espère que la batterie est Tu bien serais nerveux. protégée. Je serais nerveux, oui, oui. Je OK. m'assurerais d'avoir un véhicule que la batterie est renforcée avant de passer sur un caillou qui risque d'accrocher, là. Parce que dans le fond du bois, avoir un, un pépin de batterie qui s'emballe thermiquement, il n'y a rien que tu peux faire. Les pompiers peuvent pas éteindre un feu de batterie. Ils le contrôlent en arrosant, mais faut attendre que ça finisse de brûler. C'est OK. comme ça. Bon, Donc, c'est un peu, c'est une petite bombe là, dans le bois, là. parfait. Avant qu'on passe au prochain modèle puis qu'on parle de la prochaine question, j'aurais Oui, quelque chose à vous jaser. On fait une petite pause dans cet épisode de Code Primal pour vous parler d'une destination incontournable pour tous les aventuriers de la pourvoirie bric-à-brac sur le lac. Ici, tout est fait maison ou presque. Besoin d'un chalet, ils en ont construit eux-mêmes avec des palettes de bois recyclé. Besoin d'un guide, pas de problème. Leur meilleur guide Raymond connaît chaque coin de territoire et il est dur à trouver, je vous jure. Pour le repas, préparez-vous au goûter au légendaire hot dog au derré, un concept qu'eux seuls osent manger. Mais ce n'est pas tout. Leur équipement de location est aussi unique pour leur sens de l'humour. Les cannes à pêche sont fabriquées avec des manches de râteau, les kayaks sont semi-flottants et les VTT avancent à la taloche. La pourvoirie bric-à-brac sur le lac, c'est l'endroit parfait pour ceux qui cherchent l'aventure, un peu de débrouillardise et beaucoup d'histoires à raconter au retour. Attention, vous risquez de repartir avec plus de souvenirs que de prises. Pour réserver votre séjour, rendez-vous sur leur site et essayez donc d'appeler voir. Maintenant, retournons à l'épisode de Code Primal.
Bon, Maxime, ça te donne-tu le goût d'y aller? Oui, ben oui, c'est sûr, ça a l'air super intéressant. Moi, j'aimerais ça voir les chalets en bois de palette. J'ai OK. toujours rêvé de voir les chalets en bois de palette. On parle-tu du Cybertruck de Tesla? Là, tu me Un montes peu, tout je suis pas sur le Silverado. bon, hein? On va aller sur le Cybertruck. Ah, le Cybertruck. On va parler du Cybertruck. On peut faire ça Le avec un fameux marteau. Cybertruck. Ouais, fais ça On avec peut un se faire tirer marteau, dessus. Ça, c'est tu bon rêves dans les avec camps des militaires. épaulettes. Ouais. Ouais, ouais. Je te pose une question, Guillaume. En as-tu vu Oui. passer dans le chemin? Un, Ouais. C'est dur à manquer, hein? je suis encore troublé. C'est dur à manquer, hein, quand on voit une forme tellement non habituelle comme ça dans le milieu du chemin. C'est impressionnant de voir que ça tient la route. Euh, Excuse-moi, ce véhicule-là ne m'épate pas du tout. Je suis pas impressionné. Je trouve que la forme est très avant-gardiste, mais ça va très mal vieillir. Je suis convaincu. C'est une DeLorean des années 2025. Ouais. La DeLorean n'aurait jamais fait l'histoire si c'était pas du film Retour vers le futur. Le Tesla Truck, c'est pas un véhicule que je recommanderais pour la simple et bonne raison que je recommande aucun Tesla. Mais OK. ça, c'est à cause que la compagnie est trop jeune. Mon Ouais. avis sur le Tesla, c'est que c'est pas des fabricants de voitures depuis des décennies comme les autres compagnies qu'on connaît, qui connaissent les lois, l'homologation dans nos secteurs, tu sais, il y a des règlements qui s'améliorent d'année en année dans le secteur automobile pour protéger la population de mieux en mieux. Et quand tu as une compagnie qui se fait longtemps qui développe envers ces directions-là que les gouvernements imposent, ben, il y a une méthode, il y a une qualité qui se met en place. Quand tu es une jeune compagnie qui essaie d'entrer dans le marché comme Tesla a fait, ils ont, ils ont réussi à leur coup. C'est magique, là. Ils ont réussi à rentrer dans le marché, ils sont placés, ils existent à cette heure. Par contre, leur compagnie n'est pas une compagnie de fabrication de voitures au départ. Puis l'histoire nous apprend que dans certains cas un peu douteux d'appellation sur l'autopilot de Tesla, par exemple, puis légalement, tu n'as pas le droit d'appeler ça un autopilot parce que ça se pilote pas tout seul. Il faut toujours l'assistance du conducteur pour euh, assurer la sécurité du véhicule, tu sais. Mais Tesla contourne un peu les règlements, fait un peu à sa tête, le pousse, l'impose, puis advienne que pourra, puis ça fait jouer les autres joueurs. Ça force les autres joueurs à pousser d'avant-gardiste pour essayer de rattraper un peu le marché. OK. Puis j'ai l'impression que dans certains cas, si on regarde la compétition des constructeurs, c'est comme une course aux gadgets. Ils sont pressés de rajouter le plus de gadgets possible pour rendre l'achat intéressant. Ouais. Mais à la base, là, le véhicule est censé faire quoi? Amener à la chasse. Rouler d'un point A à un point B. Tu sais, il y a beaucoup de gadgets qui sont des Ouais. commodités de confort qui sont très intéressantes. Tu sais, après avoir goûté à des bancs chauffants, volants chauffants, des commodités comme ça, des dégivrages de miroirs, de lunettes arrière, cette affaire-là, on s'en passerait plus à cette heure. Mais par contre, tu sais, des fois, il y a des gadgets où ce que l'écran tactile, la fonctionnalité de la soufflerie ou des commandes du système audio sont très euh, tactile et ça détourne l'attention du conducteur sur un écran tactile pour faire une commande avec un doigt qu'on ne sent pas. Avant, c'était un Ouais. bon vieux bouton, tu sais, le bouton, on peut pas le manquer, on n'a pas besoin de le regarder, on le connaît, on le sait. Ouais. Mais quand pour regarder l'écran pour partir les wipers, je trouve que ça fait pas de sens. Non, c'est ça. C'est Mais là, pas logique. tu parlais de dégivrage, etc. Ça me permet de faire un petit bridge. Conditions climatiques extrêmes, mettons froid intense, Mhm. est-ce que ça affecte les performances du camion? Je crois comprendre qu'il y a un peu moins de distance possible à faire, le chauffage, est-ce que je vais geler? Oui, oui. En fait, ça a toujours été un dilemme de l'électrification du véhicule. Puis, dans les premières générations de véhicules 100% électriques, les seules solutions qu'il y en avait en place pour réchauffer l'habitacle, c'était ce qu'on appelle un élément chauffant. Là. Une bonne Je vieille dirais brique. que une bonne vieille brique élément chauffant qui fait que ça tire de l'énergie, c'est très énergivore sur la batterie, fait que ça faisait baisser beaucoup d'autonomie. Mais à ce temps, les nouvelles technologies ont incorporé des systèmes de thermopompe qui sont beaucoup plus efficaces, demandent beaucoup moins d'énergie
et qui ont tellement un rendement efficace qui permettent d'avoir la chaleur assez rapidement dans l'habitacle, même plus rapidement et plus efficacement que dans un véhicule à combustion thermique, qui peut être un certain avantage, là. Parce qu'au lieu de demander euh, mettons, la soufflerie à pleine température pour dégivrer rapidement la voiture comme avec une combustion, quand la chaleur finit par atteindre, puis qu'on commence à avoir trop chaud, on baisse pour tempérer, mettons. Ben là, tu peux demander 22, puis tu vas avoir un 22 tout de suite en partant. Ok. Ça va, tu sais, ça va le maintenir, ça va être constant, puis ça va presque rien demander à la batterie. Tu sais, ça va demander, mais ça ne coupera pas ton énergie de moitié là, sur OK. la consommation électrique. Là. Fait que Donc, c'est pas tous si les pire systèmes que sont ce qu'on a pas si en pire que ça. tête, là. Pas si pire que ça. Par contre, OK. il y a eu des manquements à certains endroits, des apprentissages, certains véhicules que j'ai eu vent, là, que j'ai eu j'ai eu à ma connaissance que euh, le système de chauffage était tellement comme efficace ou tellement rapidement chaud qu'en hiver, à très froide température, lorsque la soufflerie part et se met en chauffage pour dégivrer la vitre avant, la vitre éclate OK. à cause du choc thermique. Alors donc, il y a eu des ajustements pour pas que ça arrive, pour que ça arrive. Tu sais, on apprend de nos erreurs. Tu sais. Je comprends que quand on va vite, on finit par avoir des pépins, puis il faut les corriger en cours de route. Ouais, puis souvent, ces constructeurs-là, ils sont pas ici à Québec, là. Non, Ils sont non. plus au Fait chaud. que c'est ça. C'est quand plusieurs véhicules qui viennent sur des réclamations de garantie, que maintenant la compagnie se penche sur un problème, puis voit qu'ici, dans la région, c'est un problème, donc doit adresser ce problème-là. Tu sais. C'est une Je te, programmation. je te proposerais qu'on regarde le Silverado. Oui, moi, le Silverado est un véhicule que j'aimerais bien essayer, que j'aimerais bien pouvoir mettre à l'essai et Il mise à beaucoup sur la l'inspection. batterie, là. Oui, il mise beaucoup sur la batterie. Quand on regarde les données techniques des quatre véhicules qu'on discute, là, c'est la fiche technique qui est la plus intéressante, à mon avis, là, par la capacité de la batterie qui est au-delà de 200 kWh par rapport aux autres qui se trouvent plus dans les 100, 130 kWh, 140 kWh. Sais-tu si c'est Euh, lui qui a le plus d'autonomie? Ça en fait un véhicule avec une capacité intéressante. L'autonomie, ça dépend de la version, parce qu'il y a plusieurs versions dans chacune des marques des véhicules qu'on parle. OK. Et l'autonomie va directement en fonction de la façon que le véhicule va exploiter l'énergie. Tu sais, moi, Probablement le si cache. j'annonce un véhicule qui a 300 kWh de batterie et qui développe une puissance équivalente de 1000 chevaux, là, j'en demande beaucoup au moteur, j'en demande beaucoup à batterie. Je vais avoir une autonomie de 120, 150 km. Alors, si je demande moins au moteur électrique, je demande plus une puissance dans les 300-400 chevaux vapeur, ben là, je pourrais arriver à avoir une autonomie plus intéressante. Tu sais, ça dépend que tu as besoin. C'est comme si tu remorques, parce que et on voit les véhicules, ils proposent des capacités de remorquage intéressantes, là, 13 500 livres, c'est lourd. Là. Oui, le véhicule est capable de le tirer. La question, c'est jusqu'à où? Combien de temps? Ouais, c'est ça. Combien de temps? Il peut le tirer vite, là. OK. Ça sera pas long. Ou il peut le tirer lentement, ça va être long, mais jusque où? Parce que toujours la distance en kilomètres qu'on veut abattre, là, c'est pas une distance en temps. Surtout pas avec un véhicule électrique en raison des temps de recharge. Hein. Les temps de recharge, Ouais. c'est très, c'est un facteur qui fait une grosse différence dans l'équation entre je vais virer au gaz ou électrique. Parce que le gaz, tu t'arrêtes, tu fais le plein, ça prend 5, 10, 15 minutes, t'es reparti. Pour le 400 km, pas trop de t'en remettre 15 minutes, c'est parfait. L'électrique, ben, il faut t'arrêter 2 heures, t'arrêtes 4 heures, t'arrêtes, Ça. tu sais, faut que tu planifies tes arrêts, là, parce que si tu veux Cup à pouvoir gaz, recharger la batterie assez, là, tu mets une tank, une un jerrycan dans jerrycan dans le ton. coffre, Puis puis c'est tu réglé, pars, tu là. vas au chalet, tu reviens, c'est fait, là. T'as l'esprit tranquille, là. Ouais, exact. Je te propose qu'on regarde le Hummer. Il nous reste juste le Hummer, je pense, à Ouais, ouais, le regarder, là. Hummer HEV, qui est Achevé. la version électrique du Hummer, là, on doit être rendu à la deuxième génération, troisième génération, en fait, là. En fait, il y a eu le premier Hummer militaire, ensuite le H2, qui était celui qui ressemblait plus au HEV qu'on voit là, et le H3, qui était une version un petit peu plus petite, un peu moins musclée là, du véhicule. Là,
HEV, qui serait comme l'équivalent de la quatrième génération, ben, c'est un véhicule intéressant puisqu'il y a une capacité de quatre roues directionnelles. C'est c'est une- c'est un gadget qui pourrait être intéressant pour Ils ont l'air pas mal certains. tout l'avoir. Là. Il marquait traction by wire ou je sais pas quoi. Là. Ça permet de virer les roues dans toutes les directions, de ce que je comprends. Là. OK. Il y en a Ça plusieurs se qui l'ont, en tout peut. cas. Là. OK, ça se peut. Il y en a plusieurs qui l'ont, ça, c'est un drôle De, d'accessoire. Comme je de disais patente, tantôt, ouais. les concessionnaires, on dirait qu'ils se lancent à sortir des gadgets. Et ça, moi, dans ma carrière, j'ai vu Oups, ça a coupé, Maxime. euh, il y Tu, a tu nous as pas. recommencé la dernière phrase, ça a coupé. Oui, T'as vu ça, excuse. t'as vu plusieurs fois dans ta carrière. J'ai vu quelques fois dans ma carrière des véhicules avec les quatre roues directionnelles, puis ça n'a jamais bien vieilli. C'est toujours des OK. systèmes qui sont très dispendieux et plutôt rares dans le marché. Il y a trop peu de véhicules qui sont équipés de ces systèmes-là pour qu'on trouve des pièces dans l'usager, pour qu'on puisse bien le réparer ou les pièces dans le neuf vont être plutôt dispendieuses s'il y a des pépins majeurs sur le véhicule. Donc, tu sais, ça pensez-y bien. OK. Ouais. Dans le fond, la question, je pense, la plus pertinente de la gang, c'est Mhm. pour une chasse d'une journée, est-ce qu'un camion électrique, ça pourrait le faire? Parce que pour le reste, je pense qu'on a pas mal éliminé. Là. Mhm. Ouais. Je crois que pour une chasse d'une journée, ça peut le faire. OK. Ça dépend quelle distance vous voulez rouler. Voulez-vous faire de la chasse à moitié embarqué dans le véhicule, que vous roulez dans les sentiers, à un moment donné, vous parquez le véhicule à un endroit, vous sortez, vous faites la marche. Tu sais, vous retournez au véhicule, vous changez de secteur. Tu sais, si vous roulez des petites zones comme ça peut le faire, ça peut être très bien. Je crois que le véhicule peut être très adapté et si il pouvait y avoir une option de réduire le niveau sonore du véhicule à basse vitesse, je crois que ça pourrait être un avantage encore plus pertinent pour la chasse de courte distance et d'une journée. OK. C'est bon. Tu disais, dans le fond, tu penses qu'on La pouvait chasse d'une désactiver un petit journée. peu le son, ouais. Il y aurait Parfait. peut-être des façons de désactiver le son. Il pourrait être intéressant d'investiguer sur des méthodes pour désactiver le son, mais de façon, en règle générale, les sons qui sont émis par le véhicule sont normés par les instances de Transport Canada, ce qui oblige les véhicules à avoir un son, d'émettre un son minimum à basse vitesse, pour raison de sécurité. On s'entend que quand on est dans la forêt, qu'on est dans un contexte de chasse, l'enjeu de sécurité pour les piétons est moins là. Tu sais, ça pourrait être faisable d'avoir un interrupteur qui désactive le son le temps quand on va à la chasse. Par contre, ce OK. serait très important de réactiver quand on rentre en ville pour des raisons de sécurité, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez vous mettre dans le pétrin si vous n'activiez pas le son, par exemple. S'il arrive un pétrin, vous seriez reconnu encore. OK, parfait. Ben, merci Maxime. Dans le fond, ça conclut pas mal notre émission. Juste avant de terminer, j'aurais une autre petite chose à vous présenter. Avant de conclure l'épisode de Code Primal, on vous parle du gadget révolutionnaire que tout bon chasseur se doit d'avoir cette saison, le Coucou-Scope. Oui, vous avez bien entendu, c'est un périscope, mais pas n'importe quel. Grâce au Coucou-Scope, dites adieu au mouvement où vous êtes découvert et bonjour à une observation furtive de pro. Dites adieu à ces moments gênants où vous vous faites repérer par un chevreuil juste parce que vous avez osé lever la tête. Grâce à son design breveté, les tuyaux de plomberie avec deux miroirs stratégiquement positionnés, vous pouvez observer votre gibier tout en restant parfaitement caché derrière un buisson, une souche, un rocher ou même votre guide de chasse, tout en gardant un œil sur votre gibier. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le Coucou-Scope est aussi parfait pour les utilisations secondaires. Vérifiez si votre feu de camp est encore allumé sans quitter votre sac de couchage ou même regarder discrètement pourquoi vos collations ont mystérieusement disparu. Disponible en deux couleurs, camouflage forêt ou camouflage style duct tape, pour un temps limité, obtenez gratuitement le Périfix, une sangle qui vous permet d'attacher le périscope directement à votre casquette pour une vision 100% main libre. Alors, prêt à voir sans être vu, commandez votre Coucou-Scope dès aujourd'hui sur coucouscopeincognito.com et rejoignez notre nouvelle génération de chasseurs malins. Foncez avant qu'ils ne soient en rupture de stock car ils nous en ont pas fait beaucoup. Et voilà qui conclut cet épisode de Code Primal. Aujourd'hui, on a exploré un sujet qui fait beaucoup parler, le camion électrique à la chasse, bonne ou mauvaise idée.
Grâce à notre invité Maxime Bertolotte, on a pu plonger dans les avantages et les défis techniques et environnementaux et pratiques qu'apporte ce véhicule en forêt. Comme on l'a vu, tout dépend de vos besoins et de votre terrain de jeu et de vos attentes. Pour certains, c'est une option peut-être prometteuse et écologique, tandis que pour d'autres, il y a encore beaucoup de limites à considérer. Si cet épisode vous a fait réfléchir et que vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à nous écrire ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos amis et à vous abonner à Code Primal pour ne rien manquer des prochaines discussions. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, restez connectés à votre instinct primal.